Allez, maintenant, Jean-Claude Lagrange, Center Park de Saône-et-Loire. Nous avançons bien, mes amis. Je pense que ce dossier est connu et a déjà été traité dans les interventions budgétaires. Donc, rapidement sur ce projet, sur sa composition, en fait, qui est portée à la fois par la SEM, mais aussi par, évidemment, Pierre et Vacances. Vous avez le détail de la nature du projet, qui est en fait à la fois un pôle d'équipement, de loisirs et de services sur lequel je reviendrai, puisque ce sera l'action principale de la société d'économie mixte que nous vous proposons, et également donc des cottages qui vont être exploités en résidence de tourisme. Un sujet souvent évoqué, l'impact sur l'emploi. Je crois qu'avant de parler des emplois durables qui seront mis en place, qui représentent environ 300 emplois directs, dont les 3 quarts en CDI, il ne faut jamais oublier que, comme pour toute opération portée par une SEM ou dans le cadre d'un développement économique, ce sont également des phases de travaux importantes. Et en travaux sur ce site, on peut espérer entre 250 et 500 emplois. Donc c'est jamais à négliger. Avec le groupe Pierre et Vacances a fait ses études, bien évidemment, même s'il y a un autre site dans le Jura, avec des perspectives d'activité rentables selon leur étude, avec un taux de remplissage moyen de 80% sur l'année, qui représente 700 000 nuitées, et avec des partenariats nombreux avec des fournisseurs locaux et régionaux, en insistant sur effectivement ce qu'on peut imposer, des filières courtes, aussi bien pour l'approvisionnement du site, mais aussi peut-être pour la construction de ces bungalows, etc., de ces cottages. Les retombées fiscales, vous les avez affichées, taxe d'habitation 1,3 million, taxe foncière 250 000 € par an et une taxe de séjour, si elle augmente, ce sera plus, 250 000 € par an. Dans un montage qui devra effectivement, et je pense que certains interviendront largement là-dessus, être également un élément de promotion de la région Bourgogne. En tout cas, c'est l'action que le Conseil général et la région vont mettre en place pour accompagner effectivement, voilà, au-delà de Pierre à Vacances, faire de la promotion de la région avec l'organisation d'un village de marché thématique, bon, et plusieurs hypothèses de travail sur la valorisation des produits touristiques de la région. Élément qui sera inévitablement évoqué dans le débat, c'est la question du développement durable. Et là, c'est également des critères assez exigeants qui vont être imposés en matière d'économie d'énergie, de limitation des consommations d'eau, d'optimisation des transports, de réduction de tri, valorisation des déchets. Donc, sachant que Pierre et Vacances s'engage à mettre en place un plan d'action environnemental qui devra définir ses objectifs de performance très précis sur le développement durable. Donc sur le montage financier qui vous est proposé, donc vous voyez que l'opération est d'un montant global de 166 000 €, qui se répartit pour 100 millions d'euros par 100 millions d'euros, 166 millions d'euros, dont une partie sera financée par Pierre à Vacances. Il s'agit de l'acquisition des terrains et la construction des cottages. Et la participation de la région se fera par le financement, donc dans un partenariat public-privé, d'environ 66 millions par la création d'une société d'économie mixte avec 2 collectivités que sont donc la région à hauteur de 8 millions et le département de Saône-et-Loire à hauteur de 15 millions pour une société qui va donc regrouper également la BPI et des investisseurs privés, donc pour un montant de 22 millions. Cette SEM de 22 millions va porter des investissements à hauteur de 66. Il s'agit de ce que certains appellent la bulle, le pôle de loisirs. Les 66 millions étant financés par l'emprunt, bien entendu. Emprunt qui sera remboursé par le biais d'un loyer que Pierre et Vacances va verser, de façon à ce qu'au bout de 20 ans, la SEM soit propriétaire de cette bulle de loisirs. Voilà, donc un montage, comme j'évoquais tout à l'heure, en ingénierie un peu nouveau, puisque la région va participer à cette SEM comme elle a participé à une autre. Je pense que c'est résumé, mais il y a déjà eu beaucoup de choses de dites sur cette opération. Oui. Allons-y. Allons-y. Comme le disait Jean-Claude Lagrange, le fait que la région s'engage dans une SEM, c'est quelque chose de nouveau. On s'y engage un peu peut-être précipitamment, donc
avant de voter ce protocole d'accord du 5e Center Park en France, enfin peut-être du 6e, parce qu'en fait, en regardant un peu, en faisant une étude sur les Center Park déjà existants, le 5e, normalement, il est à Roibon en Isère. Il a pris 3 ans de retard, ça fait 6 ans qu'il traîne, malgré le soutien d'une large majorité de la classe politique locale, qui est motivée par de nouvelles recettes fiscales et des emplois inattendus dans une zone rurale. C'est exactement ce qu'on nous montre. Alors, à titre d'information, je ne saurais trop vous conseiller la lecture d'une étude qui a été faite à l'Université Lyon 2 de Jocelyn Patron et Hugo Toussaint, ça se trouve sur Internet, sur l'implantation du Center Park de Roibon. Dans quelle mesure les élus locaux peuvent-ils appréhender un projet d'aménagement touristique d'importance régionale en vue d'un développement durable de leur territoire? Tous les mots comptent. Parce qu'il en ressort que face au chantage à l'emploi destiné à emporter votre adhésion précipitée, je dirais même aveugle, avant même qu'on dispose d'un dossier complet, il est important de prendre le temps d'interroger ce qu'est le développement durable annoncé, comme le demande le Césaire d'ailleurs, dans sa note, c'est-à-dire interroger l'économique, le social, l'environnemental, sans oublier de faire respecter les étapes réglementaires. Alors, dans les étapes réglementaires, moi dans le protocole, j'ai vu que normalement la SEM, on devrait la voter dans 1 an, et pas aujourd'hui, et on devrait la voter dans 1 an après avoir fait des études préalables. Donc je ne comprends pas trop pourquoi on constitue cette SEM avant d'avoir fait toutes les études préalables. Des enquêtes publiques qui concernent le PLU, le SCOT, la loi sur l'eau. Et donc, le Conseil général de Saône-et-Loire a voté, très bien. Nous avons des propositions de vote aujourd'hui, mais ça n'empêche pas les lois d'exister, et ça n'exempte pas les collectivités de les respecter, ainsi que les procédures préalables. Alors, pour exemple, toujours pour le Center Park du Roibon, parce que c'est des exemples concrets, c'est pas de, je dirais, des copier-coller de bureaux d'études de Center Park, parce que ici vous avez, et j'espère que vous l'avez tous lu, ce qui est dans notre clé pour aujourd'hui. Donc c'est le soutien de projet de Center Park en Saône-et-Loire, mais j'ai aussi le soutien du Center Park à Roibon, et je peux vous sortir le soutien du Center Park à Poligny, c'est du copier-coller. Je ne vois pas exactement sur quoi apporter la discussion spécifique en Bourgogne. Donc, en premier, je dirais qu'il faudrait respecter un peu la démocratie et la réglementation et pas présenter dans les médias le projet comme un fait acquis. Pour le Center Park du Roibon, qui devait être terminé en 2013, puis qui n'a pas commencé, eh bien, le 11 mars 2014, le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à la demande de dérogation à la législation sur les espèces animales protégées. Et l'enquête publique concernant la loi sur l'eau, elle a débuté le 14 avril 2014. De plus, l'utilisation importante de fonds publics d'investissement est du fait de la rareté des fonds, et vous le savez tous, vous avez bien vu les budgets 2013-2014, on verra aussi sur le 2015. C'est un véritable choix politique et citoyen, ça ne peut pas échapper à un contrôle démocratique et même à une étude complémentaire d'une alternative qui, à investissement égal, serait fondée sur l'optimisation de la richesse du patrimoine existant et le dynamisme des acteurs sociaux, artisans, gîtes ruraux, commerçants, associations, le développement durable local. Alors, concernant les 3 piliers, le respect de l'environnement. Alors, vous êtes peut-être séduits, chers collègues, par les proclamations, la communication sur le développement durable de Pierre et Vacances, vous l'avez vu ici. Pour nous, ce n'est que du greenwashing, de l'éco-blanchiment. Que Pierre et Vacances disent qu'il va respecter la norme RT 2012 pour ces bâtiments, il y est quand même obligé. Qu'ils doivent respecter la loi sur l'eau et les mesures de compensation, il sera obligé aussi. À titre d'exemple, dans le Roibon, il y a un problème de zone humide. Pierre et Vacances propose de remplacer la zone humide qui va dévaster dans l'Isère par une zone humide qui est dans le département voisin, dans la Drôme. Alors, pour ceux qui participent aux agences de l'eau, vous verrez un peu comment ça peut tenir debout. Le projet inclut aussi une forte consommation d'énergie pour maintenir cette gigantesque cloche. Elle est stupide, elle est délirante. De faire des tropiques au milieu d'une forêt, dans le Morvan,
au lieu d'utiliser, enfin dans le Morvan, par chez moi, oui. Non, mais je sais très bien, c'est près de chez moi. Il faudra la chauffer à 29 degrés toute l'année, la refroidir en été, la chauffer en hiver. Quelle cohérence avec nos engagements sur les économies d'énergie. Si vous regardez l'engagement dans les circuits courts, qui a été marqué aussi sur le projet, pour nous, les circuits courts, c'est quoi? En priorité, c'est l'alimentation. Ça représente normalement 45% de la facturation d'un Center Park. Eh bien non, ce n'est pas l'alimentation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la sous-traitance de toutes les associations de loisirs, parce que tous les loisirs sont sous-traités à l'extérieur, hein, le poney, le vélo, enfin, l'acrobranche, etc. C'est le bois de chauffage et peut-être le bois de construction, et puis c'est les produits locaux qu'il y aura dans la boutique qui sera à l'intérieur de Center Park. Si pour vous c'est une définition des circuits courts, pour nous c'est quand même un peu léger. Il y aura une forte imperméabilisation des sols qui va entraîner des dysfonctionnements sur les cours d'eau, en particulier une diminution des débits d'étiage en été, ainsi que des pollutions chroniques apportées par le rejet des eaux pluviales. On n'est pas là pour refaire l'enquête publique. Ah, mais je le fais. Donnez-nous les grandes idées. Non. C'est tout. Je le fais. Comment pouvez-vous dire... Tous les recours que vous allez faire, on le connaît, mais donnez-nous les grandes idées. Comment pouvez-vous faire voter sur 80 millions d'euros aujourd'hui, alors que les gens ne sont pas informés? Voilà. Le site est en bordure d'une zone Natura 2000. L'emprise sur les terres agricoles et les énormes portions d'eau vont aussi mettre en péril les agriculteurs voisins. Et puis il y a l'aspect confiscatoire pour les habitants des usages sociaux et récréatifs de la forêt qui sera privatisé. Est-ce cela que le CRB a voulu soutenir à travers son schéma régional climat, air, énergie, ou dans la stratégie régionale de la biodiversité que vous allez voter tout à l'heure? C'est complètement contradictoire. Alors, ça c'est l'environnement. L'emploi. Qui mieux que l'INSEE peut nous donner des informations fiables sur la réalité des emplois dans les Center Parks? Il y a un Center Park qui est fini, qui est en Lorraine, qui est fini depuis 2010. Il y avait une promesse de 600 emplois nouveaux. C'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi. Hein. Vous pouvez la prendre sur Internet. Hein. Donc déjà, Center Park ne s'est engagé que sur la moitié des emplois, puisque la deuxième moitié est sous-traitée à des sociétés, la restauration, les loisirs, le gardiennage, la sécurité, etc. Non! Est-ce qu'il a une politique sociale et salariale par rapport à des gens qui ne sont pas leurs salariés? Voilà. Ensuite, alors l'autre moitié travaille pour les sous-traitants, c'est ce que je disais, et donc parmi les 304 salariés de Pierre et Vacances, il y a des chiffres qui ont été donnés là, un contrat sur 4 est à durée déterminée, et près de la moitié touche seulement 319 € par mois du fait d'un contrat de travail hebdomadaire de 9 heures, en général le vendredi soir et le lundi après-midi, puisqu'il y a le... Voilà. Ensuite, la politique salariale. Le salaire brut horaire appliqué par Center Park se situe à 2 € en dessous de la moyenne relevée dans le département pour le même secteur d'activité. Ok ? Pour les emplois à temps complet, qui sont peu nombreux, l'amplitude des horaires de certains postes est difficilement conciliable avec une vie privée normale. Donc, la première année, il y a un énorme turnover. Et les salariés qui restent, ce sont les salariés qui sont jeunes et célibataires. Maintenant, la vérité des coûts, cher à Michel Nonio. On nous annonce, tout est cher, oui. On nous annonce un projet à 170 millions d'euros. Alors, on ne sait pas si c'est hors taxe, TTC, qui c'est qui paye la TVA, on ne sait pas. Hein. Alors, sur l'étude de l'Université de Lyon sur Center Park du Roibon, rien ne peut se faire, puisque rien n'est encore fait, sans le soutien et la générosité des aides publiques françaises. 37,5 millions du Conseil régional Rhône-Alpes. Vous verrez après pourquoi. Du Conseil général de l'Isère, de la communauté de communes, de la commune, du syndicat des eaux. Mais aussi 76 millions d'euros d'exonération pour les investisseurs privés en résidence de tourisme. 49 millions d'exonération de TVA au titre de la loi des Messines, et 27 millions d'euros au titre de la loi Censi-Bouvard, généreusement prolongée en 2014 par Cahuzac lui-même,
peu après qu'il ait rencontré le PDG de Pierre et Vacances. Sinon, le projet ne tiendrait pas la route. Le montant total investi par la collectivité publique est de 114 millions d'euros. Rapporté à 300 emplois, qui veut faire la division? Ça fait 375 000 euros par emploi. Et pour la moitié du personnel qui est à temps partiel, ça fait 97 années de salaire. D'accord? On ferait mieux de les payer nous-mêmes. Ça nous coûterait moins cher. Mais non seulement ça, mais Pierre et Vacances a après sollicité toutes les différentes politiques des deux collectivités. Donc préparez-vous à ce qu'on nous demande. Premièrement, la mise à niveau des infrastructures publiques nécessaires. Ça on le sait. Alimentation en eau potable, assainissement, station d'épuration, réseau haut débit, gaz et électricité, aménagement de voiries, signalétique touristique. Voilà. Ce sera le public qui payera. Oui. Ensuite, non, mais 10 minutes. Pour faire, 10 minutes, non. J'ai bientôt fini. Non, ben non, c'est fini. Ensuite, une méga chaufferie pour respecter développement durable. Et vous direz tout ça au commissaire enquêteur. Le seul point dans le développement durable, c'est en fait qu'il y aura une chaufferie bois pour chauffer la cloche, pas pour chauffer les cottages. Hein. Les cottages, ce sera l'électricité, hein, pas de souci. Hein. Il y aura une chaufferie bois. Alors la chaufferie bois, ben, finalement, elle a été aussi financée par le conseil régional et par l'ADEME. Et puis il y a eu une négociation très serrée avec le conseil régional pour l'approvisionnement pendant 3 ans sécurisé sur le bois de la méga chaufferie. Ensuite, le conseil régional a déboursé 5 millions d'euros pour des opérations de recrutement et de formation du personnel. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à recrutement, 6 000 personnes sur toute la région, même un peu plus loin, transport gratuit par la SNCF, financé par le conseil régional, le personnel qui sera salarié de Pierre et Vacances. C'est le conseil régional qui va organiser la formation, des phases de formation, notamment dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, accompagnés de stages dans les autres Center Parcs. 5 millions d'euros. Mais ça va assécher les finances pour nos propres acteurs régionaux. Ça, il faut se le dire. D'accord? Alors, in fine, pour un projet à Roibon de 250 millions d'euros, 160 sont supportés par les acquéreurs privés de cottages. Je ne vais pas vous le développer, mais beaucoup, au bout de 9 ans, regrettent d'avoir investi là-dedans, puisque le renouvellement se fait à moins 30% avec l'obligation de faire des travaux conséquents. La seule porte de sortie, c'est de le revendre à bas prix à Center Parc au bout des 9 ans. Voilà. Bon. Ben, alors, tant pis pour eux, mais pourquoi l'État finance des exonérations fiscales et de TVA pour ces acquéreurs de cottages? Donc, sur 250 millions, 160 supportés par les acquéreurs, 50 par les collectivités locales, puis vous allez me dire, mais Center Parc, il met quoi là-dedans? Center Parc, il met 40 millions d'euros, et ça sert à quoi? Eh bien, c'est le seul à faire de l'investissement durable, puisque lui, il achète le foncier. Il achète le foncier, il achète les forêts, il achète l'étang, il achète la rivière s'il y en a une, et il en reste propriétaire, et c'est le seul risque qu'il prend. C'est un grand risque. Hein. Voilà. Pour les retombées économiques dont on nous parle. Mais ça va, non. Ah, c'est pas fini. Non, bon, allez. L'INSEE toujours. L'INSEE toujours. Non. À l'inverse d'une entreprise industrielle, je cite, à l'inverse d'une entreprise industrielle, les besoins d'une entreprise touristique sont faibles. La restauration est sous-traitée. Les achats alimentaires qui représentent 46% des facturations sont assurés par la centrale d'achat et n'ont pas une origine lorraine. Michel. Ensuite, la pérennité de l'entreprise. Plus personne ne vous écoute. La pérennité de l'entreprise Pierre et Vacances. La collectivité prend le risque de faire un fonds public d'investissement. Nous sommes responsables à l'intérieur de la SEM. Est-ce que vous avez regardé la vitalité du groupe Pierre et Vacances? Pierre et Vacances, c'est très difficile à évaluer parce qu'il y a de multiples filiales et sous-traitants. La stratégie du groupe, c'est de monter une multitude de sociétés et de déléguer de nombreuses activités. L'intérêt est multiple. On joue sur les différents statuts qu'offrent ces sociétés en matière d'avantages fiscaux. On communique les statistiques que de la société choisie. On sépare les activités pour pouvoir les sous-traiter quand elles ne sont pas rentables. On peut se fier par contre aux indicateurs boursiers.
Les indicateurs boursiers nous donnent une idée de la santé du groupe. 2007, l'action valait 117 €. Aujourd'hui, elle en vaut 30. Aujourd'hui, elle en vaut 30 €. Le groupe a été en grande difficulté. Il a de nombreux procès. En accueillant un projet de Pierre et Vacances, vous prenez le risque de soutenir et de prendre les risques à la place d'une société à la santé économique fragilisée, dont le modèle économique est basé sur une croissance indispensable à sa survie. En cas de cessation de paiement, le Rousset pourrait accueillir une friche touristique si aucun acquéreur ne se présente. C'est un risque réel. Regardez ce qui se passe à Lamoura, dans le Jura, où la société gestionnaire a rendu les clés, même pas dans la légalité, elle a dit « je n'en veux plus ». Voilà. Donc, nous proposons, nous, à la place, un développement local qui repose sur un écotourisme responsable, support de développement durable. Pour conclure, le montage financier est tellement déséquilibré, au bénéfice exclusif de Center Parcs. Donc, vous voyez, on s'engage pour 80 millions €, hors frais de notaire et hors frais de TVA. Il est vraiment dangereux pour notre collectivité. Surtout que, en cas de fusion de nos deux régions, nous n'aurons pas un seul Center Parcs à charge, nous en aurons deux. Le Rousset et Poligny, très proches l'un de l'autre. Ils vont se faire concurrence l'un l'autre. Bon, c'est pourquoi ce vote est tellement important. Vous avez une responsabilité d'élu du territoire. Je vous demande de réfléchir en votre âme et conscience. Si nous devons, en tant que collectivité, nous engager dans ce projet qui est très dangereux, et pour cela, notre groupe demande un vote à bulletin secret. Madame Eichmann, je vais vous dire, ce que vous venez de faire là, oui, c'est peu admissible, parce que si tout le monde fait ce que vous faites sur tous les dossiers, en 3 jours, on n'aura pas fait le tour des dossiers de la région. Non, mais attendez, 80 millions d'euros, c'est pas tous les jours. Ça n'est pas correct, je vous le dis. D'autant plus que ces arguments, nous les connaissons et pouviez les développer ailleurs et dans d'autres assemblées. Deuxièmement, dites à votre voisin, Monsieur Hervieux, que Center Parcs sont dans l'économie sociale et solidaire, qu'il défend tous les jours. Et je vous dis en troisième lieu, parce que je ne vais pas répondre à vos arguments, me défendre aujourd'hui la tortue d'Europe, me défendre la tortue d'Europe, que personne n'a jamais vue, si dans le livre, mais jamais, jamais, jamais là-bas, la défendre, que ce que vous faites là, vous l'avez déjà fait à Saulieu en 2001. J'ai monté un projet de Center Parcs à côté de Saulieu, au bord de Chambou. Il y avait 140 emplois. Il y avait 5 personnes qui s'y opposaient. Elles ont tellement mené ce combat que vous avez mené aujourd'hui que le projet a échoué. Il y avait 140 emplois de prévus. L'investissement à côté, il n'y a plus rien aujourd'hui. Ceux qui étaient contre ont quitté le lieu. C'est une friche Morvandel sans activité qui a fait dépérir le territoire aux grandes dames de tous les élus aujourd'hui qui s'en souviennent encore. Je vous invite à aller en vacances demain au bord du lac de Chambou et à tenir ce propos. Vous verrez ce que vous entendrez sur le territoire. Je pense que ce que vous venez de dire là, il y a une partie, bien entendu, intéressante sur les investissements publics sur la part tellement caricaturale, tellement défigurée, tellement en opposition avec un territoire qui aujourd'hui n'accueille personne, sinon les tortues d'Europe, qui demain pourrait venir dans une région qui en a besoin, attractive, que je trouve cela à la fois maladroit, dérisoire, provocateur et pas élégant pour ce fait comme temps. Je vous le dis parce que j'ai supporté votre propos et que je mets immédiatement votre rapport au vote. Voilà. Bien. Et je le mets. Vous pouvez le demander. Attendez. Je mettez ? Oui. Oui. Attendez, mais moi je voudrais quand même pas qu'on ait passé 1h30 sur le budget et qu'on passe 1h15 sur le Center Parcs. Hein. Je vous le dis, je ne le tolérerai pas. C'est clair. Là-bas. Et après, mais ensuite, monsieur, c'est bien. Bon, je vais aller plus vite. J'espère que je n'aurai pas le même jugement, puisque donc la partie qu'a fait Nicole, j'aurais pas besoin de la faire. Moi, je vais me concentrer uniquement, je ne vais pas revenir sur le côté financier, etc., ça a été expliqué. Sur le côté emploi, puisque moi, c'est un problème qui doit être regardé, parce que c'est la fenêtre d'entrée. On amène les collectivités sur l'emploi. Ben, en plus, il y a le slide qui est là, 300 emplois directs. Alors déjà, ce n'est pas 300 emplois directs, puisque Center Parcs annonce qu'une partie sera gérée en indirect. Donc, l'autre jour, je l'ai dit, sur les 300 emplois créés direct ou indirectement, ça veut dire sous-traitante, hein, indirectement,
Sur ce volume indirect, nous n'avons aucune information. Mais c'est facile à trouver en regardant, et quand on connaît un peu les structures des entreprises, Nicole l'a à peu près dit, on aura 40% de personnes qui seront affectées sur la partie nettoyage, et on sait très bien que ces entreprises-là, ça a été dit, mais c'est vérifiable, que ces entreprises-là ne travaillent pas en direct sur le nettoyage, donc ils seront en sous-traitance. On a 80% des emplois qui sont en CDI. Soit, ça fait 240 salariés, ça fait quand même 60 en CDD. 65% de ces emplois seront des contrats à temps plein, ça fait qu'il y en a 195, et donc 105 à temps partiel. Je ne reprends pas les propos de Nicole, ils sont justes et ils sont vérifiables. Nous n'avons aucune information sur le nombre de contrats saisonniers, alors que c'est principalement ce type de contrat qui est utilisé dans ces structures. Quand on parle de RSE, moi je souscris au document et ce qu'on avance. Moi j'ai été aussi sur les sites de Pierre et Vacances. Ils revendiquent de la RSE. À aucun moment on va pouvoir lui demander d'appliquer la RSE sur ce type d'installation. Comment? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est facile, hein, tu cliques Pierre et Vacances. Hein. Ah ben, c'est pas, attends, tu t'adresses à Michel, moi j'ai rien demandé, hein, moi je continue mon propos. Hein. Donc simplement ce que je dis sur son affichage RSE, on lui demande même pas dans la partie protocole qu'il respecte sa charte RSE, parce que c'est qu'un affichage. Il affiche sur les personnes handicapées, sur la formation et sur les âges. À aucun moment on va avoir cette structure de mise en place de RSE sur la partie sociale dans le cadre des emplois qui sont proposés. Donc le montage financier va en dessous, enfin le montage financier, hein, c'est, on l'a dit aussi, hein, la revue Capital le site, hein, c'est pas l'Humanité Dimanche, conclut un modèle économique à bout de souffle. Donc je ne veux pas reprendre les propos de Nicole, ça me prendrait trop de temps. Mais simplement ce qu'on dit, c'est que on est en dessous de ce qu'on avait négocié et qu'on avait amendé dans le cadre d'Amazon. Là, les conditions sociales des salariés, il n'y a rien, c'est vide. Donc, effectivement, le groupe communiste, nous, on demande que cet engagement de fonds publics soit repoussé, parce que ça ne correspond pas à nos politiques en général. Les 300 emplois, moi j'entends bien. Souvent tu m'opposes le dire « Ah ben vous êtes contre l'emploi ». Non, nous on est pour l'emploi, mais pour quel travail? C'est un vaste débat. Vous n'aimez l'emploi qu'à la SNCF, à la Poste, à l'équipement, c'est tout. Vous n'aimez que cet emploi-là. Les autres, vous les aimez pas. Vous les défendez pas. C'est une caricature. C'est une caricature. C'est une caricature populiste. C'est comme ça. La preuve, le Front National t'applaudit sur ses propos. Donc là, parce que c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. Mais si. Mais c'est pas la réalité. Je vais te dire. Quand l'emploi à la SNCF est menacé, ça vous êtes là. Mais partout. Vous êtes là. Partout. Partout. D'accord. Partout. Quand on rencontre les salariés d'Amazon, par exemple. Moi, je vous invite à venir avec moi sur le lieu, au Rousset, allez dire au maire, aux autres des communes, que vous ne voulez pas de ces emplois-là. Je vous invite à venir avec moi chez Amazon, dire aux autres d'Amazon que vous ne voulez pas des emplois Amazon. Non, on n'a pas dit qu'on ne voulait pas les emplois Amazon, on dit simplement que les entreprises respectent au moins leurs salariés. Et chez Amazon, ça tombe mal, c'est le mauvais exemple, on les rencontre régulièrement. On ne rencontre pas que la CGT, on rencontre les autres organisations syndicales et ils nous disent vous avez bien fait. Alors en plus, moi, il y a eu dans le vote, si tu reprends, j'ai voté contre. Et le groupe communiste s'est prononcé pour. Mais ils nous disent aujourd'hui vous avez bien fait de faire amender le règlement intérieur parce qu'on s'appuie dessus, nous, en tant qu'organisation syndicale, pour contrer l'entreprise qui veut nous amener plus bas que ce qui a été acté dans le règlement intérieur. Donc on a quand même raison sur ces propos-là. Et le monde du travail, je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Président, je le connais suffisamment pour me permettre de parler du travail. Quand on me parle de précarité, j'invente pas le mot précarité. Suffit de regarder la définition de précarité au sens du Bureau international du travail. C'est exactement ce que j'ai annoncé. 1. Des revenus insuffisants. 2. Pas de pérennité d'emploi. Pour la majorité des emplois qui sont proposés là, c'est des emplois de la précarité. Donc je souscris pleinement à ce qu'a dit Nicole au nom de Europe Écologie Les Verts. Et donc on ira contre ce vote. Bon, alors, attendez. Cette proposition de protocole. Attendez, et pour finir, et pour conclure, ce qui est fort quand même, il faut aussi que les élus qui n'ont pas lu le journal, hein, on prend le journal de Saône-et-Loire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve? On ne trouve pas la date, mais on trouve le rendez-vous
dans les prochains jours de signature du protocole. Demain 16h30. Alors, bah, demain 16h30. J'irai signer. Donc, on anticipe le vote de cette Assemblée, puisque est annoncé. Non, parce que s'il n'était pas voté aujourd'hui, eh ben, j'annulerais. Ah bah c'est clair. Il faut quand même trouver des dates, parce que vous n'avez pas marqué qu'il y a une période estivale, que si on tâtonne tout le temps l'investissement, on ne le fera jamais. On fait avancer les dossiers, on essaye de le faire malgré les pesanteurs, malgré les erreurs, malgré vos archaïsmes, malgré votre obscurantisme, on le fait quand même, et on avance quand même, je vous le dis. Voilà, c'est clair. Hein. Bon. Merci. Merci. Voilà, merci. Bien. Madame quoi? Alors attendez, qui demande un scrutin à vote secret? Qui demande? 6? Voilà. Non, il faut 1/6 de l'Assemblée. Vous n'êtes pas 1/6, donc il n'y aura pas de vote secret. Voilà. Il n'y a pas 1/6, donc on fera un vote public. Madame Coin. Ah non, mais attendez, moi j'ai fait le vote. Hein. J'ai fait le vote, c'est fini. Stop. Allez. Oui. Je ne recommence pas les votes 2 fois. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole à l'opposition, parce que contrairement aux idées reçues ou à ce qu'on a entendu, c'est la majorité qui vient de parler. Hein. Voilà. Donc nous trouvons ce projet très intéressant, tant au niveau du développement local, mais aussi en termes de nouvelles offres touristiques sur la région Bourgogne, parce que c'est vrai que c'est un produit qui n'existe pas dans notre région, et donc c'est intéressant. Néanmoins, nous avons quelques questions. J'en avais informé le vice-président, donc je me permets de les poser, même si je sais que vous vouliez aller plus vite, mais j'avais prévenu. Voilà, moi j'aimerais savoir ce qui a conduit votre choix sur une SEM, plutôt que sur une subvention, même exceptionnelle, à Pierre et Vacances pour être attractif, ou en tout cas pour leur donner envie de venir ici, sachant que, bien entendu, les collectivités assumaient aussi la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures pour l'accessibilité à ce centre, et puis, bien entendu, aussi tout ce qui est fibre optique, enfin, que sais-je. Bon. Donc moi, c'était ça qui m'inquiète, parce que je trouve que la SEM, c'est un engagement fort. C'est quelque chose qui nous lie dans le temps d'une façon très durable, que le risque financier porté est majeur, et ce, à plusieurs titres. Premier titre, le loyer qui est censé couvrir l'annuité de la dette ne le fera qu'au bout de 4 ans. 66 millions, j'en enlève 15, ça fait 51. Oui, je sais, mais c'est qu'à partir du 4e année de loyer, qu'on est à 4,2 millions d'annuité de loyer, ça correspond à peu près à l'annuité de la dette. C'est ça que je veux dire. Donc, on a quelque chose qui sera un petit peu tardif. Oui, mais je suis désolée, Président, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Deuxième point, c'est que dans la... Personne ne retiendra le reste. Personne ne retiendra le reste. Je suis pas là, je ne participe pas ici pour faire de la com auprès des médias. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une opinion éclairée pour voter. Mais vous l'avez. La deuxième chose, on sera propriétaire. C'est que dans la SEM, nous n'avons pas de précision sur les autres actionnaires. Par contre, il y en a un qu'on connaît qui, lui, va disparaître dans les années à venir. C'est le Conseil général de la Saône-et-Loire. Mais il n'est pas disparu Et encore. quand bien même, il ne disparaîtra pas totalement physiquement, puisqu'il sera dévitalisé comme une dent. C'est le mot de M. Valigny. Néanmoins, il n'en aura plus la compétence au regard de une fois que la loi sera votée. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Je ne suis pas persuadée que nous avons vocation à être opérateurs de vacances, mais bon, soit. Mais néanmoins, la question que je vous demandais, c'est pourquoi avez-vous choisi la SEM? Parce que le risque financier est majeur. Et deuxièmement, est-ce que Pierre et Vacances n'aurait pas aussi accepté le projet si nous étions limités à une subvention exceptionnel, comme nous avons pu le faire par ailleurs, même au montant que celui que vous nous proposez, pourquoi pas, et laisser le risque financier pleinement assumé par Pierre et Vacances. C'est une entreprise privée, elle prend des risques, on l'accompagne très bien, mais c'est elle qui les assume en premier lieu, sachant que, contrairement à ce que dit notre collègue, c'est vrai que Pierre et Vacances n'est pas en très bonne situation financière par rapport aux résultats de ces 2 dernières années, mais en ce qui concerne l'axe Center Parks, ce n'est pas du tout la même chose, puisque là, sur cet axe-là, elle est en parfaite santé. Figurez-vous qu'on a aussi Internet à sœur. Madame Coin, je donne la parole une seconde à M. Anciot, mais pour votre dernière partie, je vous réponds. Pas une subvention, on perd notre argent. Là, on reste propriétaire de l'outil. La SEM reste propriétaire de l'outil. Oui, et là, on est propriétaire. Vous serez aussi propriétaire des dettes si jamais ça se casse la figure. Non, c'est vous qui l'assumez. Non, mais si. On n'a que l'équipement. On sera propriétaire des dettes qu'on aura contactées nous-mêmes, c'est tout. Avec d'autres, c'est tout. Non, mais on sera. Si on nous donne une subvention, c'est ce que ça figure, on a tout perdu. Là, c'est ce que ça figure, on est propriétaire. Vous
on est propriétaire des équipements. Autre chose. C'est pour ça que vous avez choisi la SEM, alors. Monsieur Antiou, oui. Oui, juste un mot, Monsieur le Président. Moi, je vous donne acte du fait que sur ce dossier, vous avez pris une position qui est très claire, à savoir, c'est le développement touristique avec le développement économique qui s'ensuit et les emplois. Bon, en ce qui concerne la Saône-et-Loire, il est très clair, pour ce qui me concerne moi, je ne parle pas au nom de mes collègues, mais pour ce qui me concerne moi, il est très clair que je suis favorable, parce que tout ce qui peut aller dans le sens du développement économique qui engendre de véritables emplois, même avec toutes les difficultés qui ont été évoquées, c'est vrai que ce n'est pas de l'emploi de la fonction publique nationale ou territoriale, c'est quelque chose de différent, de beaucoup plus à haut risque, mais il faut le faire. Et moi je dis que c'est pour nous un moment crucial où chacun doit se positionner. Derrière, il y a de l'emploi, on n'est pas là pour philosopher, on est là pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire oui à ce projet. Merci. Je mets donc aux voix ce projet. Non, mais d'accord, mais vous avez compris que tout a été dit. Mais si. Bon, M. Grappin, 1 minute, d'accord? Oui, ça va aller très vite, Monsieur le Président. Moi, dans le dossier, j'ai vu également à un moment donné qu'il y avait... On n'entend pas, c'est pourtant appuyé, j'ai un truc qui est peut-être pourrave. Bien, moi j'ai vu dans le dossier qu'il y avait une clause d'intéressement au chiffre d'affaires qui sera mise en place au bénéfice du bailleur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on nous communique quand même le business plan, parce qu'on nous dit que cette clause d'intéressement, elle sera fournie 3 mois avant la signature du bail. C'est quand même... On n'a rien, nous, sur ce business plan qu'il y a derrière. Deuxième point qui me paraît quand même relativement important, c'est que dans le dossier, il est noté que le bail se fera selon ce qu'on appelle un loyer triple net. Alors attention, parce que là on est sur des notions qui sont des notions de droit immobilier. C'est une expression qui est couramment utilisée lorsqu'il y a des propriétaires qui construisent des centres commerciaux qui mettent à disposition. La notion de triple net, elle doit quand même être très précisée. C'est-à-dire quels seront exactement à la charge de Center Park, quels seront les travaux, les entretiens qu'ils devront avoir. Parce que quand on lit le dossier et qu'on dit triple net, on a l'impression qu'on encaisse 4,2 millions et qu'on ne va rien payer en entretien sur tous les équipements que l'on a construits, simplement parce qu'on les confie à quelqu'un qui viendrait se substituer au propriétaire. C'est pas si simple que ça en droit immobilier. Et vous allez me dire, oui, d'accord, on précisera demain. Non. Parce que quand on fait un petit calcul sur les 51 millions d'euros qu'il manque, une annuité d'emprunt pendant 20 ans à 4,50, ça fait 3,9 millions. Et 3,9 millions avec un loyer de 4,2 millions, ça ne fait pas la rue Michel. Donc sur cet aspect-là, il va y avoir, si jamais le dossier était adopté, la nécessité d'être excessivement vigilant. Autre point maintenant, mais ce qui m'a embêté, mais je pense que c'est peut-être une confusion du vice-président Lagrange, parce qu'il nous parlait de SEM, il nous parlait de PPP. Il n'y a pas de PPP là-dedans. Il y a une SEM. On est d'accord, il n'y a pas de PPP. Moi, j'ai vu nulle part de PPP. On ne parle que d'une SEM. Oui, mais c'est pas parce que le PPP, c'est quelque chose de précis. C'est pas parce qu'il y a des fonds privés que c'est un PPP. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a des petites précisions sur les fonds privés qui vont accepter de rentrer dans la SEM? Parce que s'il y a des apporteurs de capitaux qui rentrent dans la SEM, je ne pense pas qu'ils vont demander 4,5, le calcul que j'ai fait d'un taux d'intérêt. Si c'est de l'emprunt, 4,5, on s'en sort. Si c'est des apporteurs privés qui amènent de l'argent, à ce moment-là, vous prenez la CDC, elle n'acceptera pas de rentrer en haut de bilan. Si, c'est les banques qui rentrent dedans, si. Elle n'acceptera pas en haut de bilan, elle rentrera en compte courant et elle demandera de la rémunération de compte courant entre 6 et 8%. C'est le tarif aujourd'hui. C'est le tarif. Donc si vous faites un calcul sur les 51 millions, si ce n'est pas de l'emprunt à 4,5, si c'est de l'apporteur de capitaux en compte courant d'associés rémunéré à 6 ou 8%, ça passe plus, Président. Alors oui, c'est intéressant économiquement et autres, mais il y a véritablement, à mon sens, la nécessité, avant de s'engager, d'avoir un tour de table, de savoir qui rentre. S'il rentre en haut de bilan, ok. S'il ne rentre pas en haut de bilan et qu'il rentre en compte courant, qu'est-ce qu'il demande comme rémunération, etc. Et tout ça, dans le dossier, on ne l'a pas. Mais alors, attendez bien. Je vais vous dire qu'il y a quand même une clause que vous n'avez pas lue. Si l'une ou plusieurs décisions, autorisations venaient à faire l'objet d'un recours administratif, d'une décision de retrait généralement survenant, etc., si ça ne nous convient pas, on se retire quand on veut. C'est dedans.
hein, à l'article 10. Donc voilà, on va prendre les garanties que vous demandez, je vous réponds comme ça, et puis en plus, on a dessus, on pourra répondre. Bien, écoutez les amis, moi, je vais vous dire une chose, on va voter maintenant, mais passer, même si c'est important, 50 minutes sur un dossier comme ça, je vais suspendre la séance et la reprendre à 20h. Parce que moi, je suis un peu fatigué, vous comprenez? Je suis excédé de voir qu'on peut débattre tout le temps, on peut se faire plaisir, on peut se contrecarrer, mais moi, j'ai besoin aussi de respirer un peu, de ne pas m'énerver trop. Donc, soit on avance maintenant à un rythme normal, et chacun a des interventions qui n'excèdent pas 2 ou 3 minutes. Si ce n'est pas le cas, je suspends la séance, on reprend à 20h. C'est clair? Bien, je vous le dis. Donc, je soumets... Oui, mais tout à l'heure, vous l'avez fait tout à l'heure. Hein, ouais. Chacun son tour. Chacun, vous l'avez fait tout à l'heure. D'accord. Donc, mais attendez, je ne l'ai pas rappelé à l'ordre, ma majorité? Attendez, je ne l'ai pas rappelé à l'ordre? Ah ben écoutez, ce que j'ai fait, vous n'auriez jamais osé le faire. Alors, attendez. Bon. Je soumets donc au vote ce rapport. Monsieur le Président, on a demandé ici un vote à bulletin secret. Je vous rappelle que le règlement nous l'autorise et c'est de droit à partir d'un 6e. On a un 6e. Non, j'ai proposé tout à l'heure, il n'y a eu que 6 votes. C'est pas vrai. Je soumets. Non. Tout à l'heure. Il y a un 6e. Tout à l'heure, j'ai demandé. Il y a 19%. Monsieur Hervieux, tout à l'heure, j'ai posé la question à l'Assemblée. Reposez-la. Non, mais je ne fais pas. Attendez. Depuis quand est-ce qu'on fait les votes 2 fois? Je l'ai fait une fois. Vous avez levé le bras tous les 6, et il n'y a pas un 6e. Je considère le vote comme acquis. Je n'ai pas à refaire de vote en fonction des aléas de tel ou tel événement. Je soumets donc ce vote à bulletin. C'est un scandale. Quels sont ceux qui veulent lever la main? C'est vraiment scandaleux. S'il vous plaît. Non, c'est scandaleux. Une seconde. Vous avez demandé. On respecte même pas les règlements. On respecte même pas le règlement de l'Assemblée. Le règlement, c'est pas qu'il y a 2 votes. C'est qu'il y a un vote. Il y a eu un vote. Vous étiez 6, j'ai bien regardé, j'ai appelé tout le monde. Attendez, je l'ai dit, tout le monde. C'est parce que vous ne saviez pas qu'il y avait un 6e. C'est pour ça que vous dites ça maintenant. Je vous le dis. Non. Donc je vous demande maintenant de vous prononcer à scrutin. S'il vous plaît, juste. À scrutin. Je veux donner une explication pour dire que nous n'avons pas saisi les choses parce que nous pensions attendre que ça se réglerait à la fin de la discussion. Pas juste après l'intervention des Verts. Nous pensions qu'une fois que nous aurions fait le tour de table, nous discuterions. Donc, comme les matchs qu'on refait après ça. On refait pas le match quand le pénalty était tiré. C'est bien. Oui, c'est bien, mais vous savez aussi faire le. Je soumets. Écoutez, ça suffit. C'est moi qui préside. C'est moi qui commande. Je soumets ce texte à scrutin public. Ceux qui veulent lever la main, lèvent la main pour dire qu'ils sont contre. Qui est contre? Qui est pour? Qui est pour? Qui est pour? Bien. Qui est contre? 12. Très bien. Donc contre. Contre. 11. Abstention. 2, 3, 4. Bien. Donc le rapport est adopté. Je passe la parole à Safia Autocoré qui doit intervenir maintenant parce qu'elle a une obligation qui reviendra après. Donc ce rapport. Très bien.